L'histoire que vous allez entendre est un récit sur les liens familiaux, ces fils invisibles qui nous unissent mais qui, parfois, peuvent devenir des chaînes plus lourdes que le plomb. C'est l'histoire d'une femme qui, pendant des années, a soutenu les siens sans compter, sans jamais réaliser que sa générosité était devenue, aux yeux de tous, une simple évidence, une ressource naturelle inépuisable. Parfois, une seule phrase prononcée au détour d'un appel téléphonique suffit à briser le miroir des illusions et à changer le cours d'une vie entière. Parfois, une décision radicale est nécessaire pour ouvrir les yeux sur une vérité que l'on préférait ignorer par confort ou par amour. Voici l'histoire de Sophia, une femme qui a entendu des mots qu'aucune fille ne devrait jamais entendre de la bouche de sa propre mère. Avant de commencer ce récit bouleversant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire depuis quel endroit du monde vous nous écoutez. Varsovie, un mercredi à 18h30. Derrière les immenses baies vitrées de mon bureau, la capitale polonaise commençait à se parer de ses habits de nuit, illuminés par des milliers de points scintillants. Les employés quittaient les tours de verre pour retrouver la chaleur de leur foyer, leur famille et la promesse d'un dîner paisible. Moi, je restais assise devant mon bureau en cuir, perdue dans les dossiers d'un nouveau projet financier, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom « Maman » s'est affiché sur l'écran, et j'ai souri instinctivement, sentant une bouffée de tendresse m'envahir. Ma mère appelait rarement sans raison précise, généralement pour me demander un conseil ou pour partager une nouvelle d'importance. « Allô, Sophia, ma chérie ?» Sa voix a résonné, mais elle me semblait différente, teintée d'une hésitation inhabituelle, comme si elle cherchait ses mots dans un labyrinthe de pensées. « Bonsoir maman, comment vas-tu? Tout se passe bien à la maison ?» ai-je demandé en mettant de côté mes documents de travail. Un silence pesant s'est installé à l'autre bout du fil, troublé seulement par quelques bruits de fond, comme si quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce. Maman a pris une profonde inspiration, un souffle chargé d'une gravité qui m'a immédiatement inquiétée. « Sophia, nous devons discuter sérieusement du mariage de Natalia », a-t-elle fini par lâcher d'une voix étrangement monocorde, presque préparée. « Bien sûr, je t'écoute. J'ai déjà choisi ma robe pour le grand jour, je voulais d'ailleurs t'envoyer une photo demain pour avoir ton avis, ai-je répondu avec un enthousiasme sincère. J'étais véritablement impatiente de célébrer l'union de ma petite sœur, que j'avais toujours protégée et gâtée. Mais maman a marqué une nouvelle pause, plus longue cette fois, qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. Justement, c'est à ce sujet que je t'appelle. Sophia, je te demande de ne pas venir au mariage. Ces mots ont été comme un seau d'eau glacée jeté sur mon visage en plein hiver. Pendant quelques secondes, l'air a manqué à mes poumons et je suis restée incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Pardon? Je n'ai pas dû bien comprendre? Ai-je fini par balbutier, la voix tremblante. Tu sais comment c'est. Natalia veut que cette journée soit parfaite, sans aucun drame, sans aucune tension inutile. Il sera préférable pour tout le monde et pour l'harmonie de la famille, que tu restes à Varsovie ce jour-là. Maman parlait vite, ses phrases se bousculant comme si elle voulait clore cette conversation le plus rapidement possible. Et c'est alors que j'ai entendu ce son qui m'a transpercé le cœur. Un rire cristallin en arrière-plan. C'était le rire de Natalia, un rire léger, dépourvu de tout remords, comme si elle venait d'assister à une scène de comédie. « Natalia est avec toi ?» ai-je demandé d'un ton glacial. « Oui, elle est ici, nous finalisons les derniers détails de la réception », a répondu maman sans la moindre hésitation. « Et elle sait que tu m'appelles pour me dire ça? Que vous me bannissez de son mariage. » Sophia, ne complique pas les choses, je t'en prie. C'est une décision collective, nous pensons tous que c'est mieux pour le bien de la famille. Le bien de la famille? J'ai répété ces mots dans ma tête, ils me semblaient vides de sens, dénués de toute humanité. Je suis restée assise dans mon fauteuil de directrice financière, contemplant la vue imprenable sur le centre de Varsovie, mais je ne voyais que le mépris. Depuis 8 ans, j'avais gravi les échelons un à un, sacrifiant mes week-ends, mes vacances et ma vie personnelle pour construire ma carrière dans ce cabinet de conseil. J'avais fait tout cela pour me mettre à l'abri, mais aussi pour subvenir aux besoins de mes parents et de ma sœur, sans jamais leur faire sentir le poids de mes sacrifices. Maman, je te rappelle que c'est moi qui finance l'intégralité de ce mariage, ai-je déclaré lentement, sentant une colère sourde monter en moi. Nous le savons, Sophia, et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants, crois-le bien. Mais cela ne signifie pas que ta présence physique soit indispensable pour que la fête soit réussie.
Ces paroles se sont plantées dans mon cœur comme des lames acérées, brûlantes d'ingratitude. Un excellent choix, maman. Dans ce cas, puisque ma présence n'est pas souhaitée, mes paiements ne le seront plus non plus. À partir de cette seconde, je coupe tous les fonds destinés au mariage de Natalia. Le silence qui a suivi était si profond que j'ai cru un instant que la communication avait été coupée par un incident technique. Sophia, qu'est-ce que tu racontes? La voix de ma mère était soudainement empreinte d'une panique mal dissimulée. Je suis très sérieuse. Si je ne suis pas la bienvenue à une fête que je finance de A à Z, alors il est logique que mon capital se retire de l'équation. Il n'y aura plus de virement pour la salle de bal, plus un centime pour le traiteur, la robe de mariée ou l'orchestre. Débrouillez-vous. Ne sois pas puérile, Sophia, s'est écriée maman, perdant son calme olympien. Puérile? J'ai 30 ans, maman. Depuis 5 ans, j'ai payé la rénovation de votre maison, j'ai financé les études de Natalia, j'ai acheté les médicaments de grand-mère. J'ai soutenu papa quand son entreprise battait de l'aile. Combien de fois ai-je renfloué vos comptes avant la fin du mois? J'ai arrêté de compter. Natalia a alors arraché le téléphone des mains de notre mère, sa voix saturée d'irritation et d'arrogance. Sophia, c'est moi. Arrête de faire ton cinéma et de tout ramener à l'argent. Nous voulons juste une journée paisible, sans ton regard de juge sur nous. Tu nous fais toujours sentir que nous te sommes redevables, et j'en ai assez. Je t'ai logé, nourri et payé tes livres pendant 4 ans pour que tu puisses étudier sans travailler, Natalia. C'est cela que tu appelles être un juge? Exactement. Ton attitude de sainte nous étouffe. Tu penses que tout s'achète avec tes euros. Très bien, Natalia. Puisque mon argent te pèse tant, je vais te soulager de ce fardeau. Les 40 000 euros que je devais verser le mois prochain resteront sur mon compte. Les 80 000 euros déjà investis sont perdus pour moi, mais le reste de la fête est à ta charge. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer, mes mains tremblant de rage et de tristesse. Je me suis effondré sur mon bureau, cachant mon visage dans mes mains, incapable de contenir mes larmes plus longtemps. Ma propre famille venait de me rejeter comme un objet usagé après avoir vidé mes poches pendant des années. Le lendemain, je suis arrivé au bureau très tôt, n'ayant pas fermé l'œil de la nuit, l'esprit hanté par le rire de ma sœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à répertorier scrupuleusement chaque dépense effectuée pour ma famille depuis 5 ans. Le résultat final m'a glacé. J'avais dépensé plus de 65 000 euros en aides diverses, sans compter le budget du mariage. Les jours suivants ont été un enfer de messages et d'appels manqués que j'ai systématiquement ignorés pour protéger ma santé mentale. Ma mère pleurait sur ma messagerie, mon père me traitait d'entêté, et Natalia alternait entre les insultes et les supplications désespérées. Même ma tante Valérie et ma grand-mère s'y sont mises, me demandant de penser à l'honneur de la famille. Mais je n'avais plus de famille à cet instant, seulement des créanciers déguisés en parents. Ma meilleure amie Caroline est venue me voir un soir, m'apportant du réconfort et une bouteille de vin pour délier les langues. Sophia, il t'utilise comme un distributeur automatique depuis trop longtemps. Il est temps que tu penses à toi, vraiment à toi. Pars loin d'ici quelque temps. L'idée a fait son chemin dans mon esprit comme une graine d'espoir au milieu d'un désert. J'ai décidé de prendre un congé sabbatique de 2 mois, une décision que mon patron, Monsieur Nowak, a acceptée avec une bienveillance qui m'a surprise. Sophia, vous travaillez trop. Vous vous oubliez dans cette tour de verre. Partez découvrir le monde, et ne revenez que lorsque vous aurez retrouvé votre sourire, m'a-t-il dit avec sagesse. J'ai choisi le Portugal. J'avais toujours rêvé de voir l'océan, de sentir le vent de l'Atlantique et de me perdre dans les ruelles colorées de Lisbonne. J'ai bouclé mes valises avec un sentiment de libération que je n'avais pas ressenti depuis mon enfance. À Lisbonne, j'ai appris que le silence pouvait être une mélodie magnifique, et que la solitude n'était pas forcément une souffrance. Je passais mes journées à marcher le long du Tage, à visiter des châteaux chargés d'histoire et à manger dans de petits restaurants typiques. Un soir, j'ai rencontré Maria, la propriétaire d'une librairie ancienne qui semblait lire dans les âmes comme dans les livres. Le bonheur n'est pas un but que l'on atteint, c'est une façon de voyager à travers la vie, m'a-t-elle confié autour d'un verre de Porto. Ces mots sont restés gravés en moi. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer de rendre les autres heureux, oubliant que j'étais la seule responsable de ma propre joie. Après Lisbonne, je suis descendu vers le sud, dans la région de l'Algarve, où les falaises dorées plongent dans une mer d'un bleu profond. C'est là,
à Lagos, que j'ai rencontré Teresa, une artiste peintre qui vivait face à l'océan depuis 40 ans. L'océan change chaque jour, et pourtant il reste le même. Comme nous, Sophia. Nous devons apprendre à évoluer sans perdre notre essence, disait-elle en peignant les vagues. Pendant 4 semaines, j'ai tenu un journal de bord, y consignant mes découvertes, mes peurs et mes espoirs pour l'avenir. J'ai compris que je ne pouvais plus retourner à ma vie d'avant, celle où j'étais l'ombre protectrice de gens qui ne me voyaient pas. Mon retour à Varsovie a été marqué par une étrange sérénité, je n'étais plus la même Sophia qu'au départ. J'ai accepté de rencontrer Natalia et maman dans mon appartement pour une explication finale, mais cette fois, selon mes propres règles. Natalia est arrivée la première, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années, son visage était marqué par la fatigue et l'inquiétude. Sophia, je te présente mes excuses les plus sincères. Le conflit que nous avons eu a été la leçon la plus dure de ma vie, a-t-elle commencé, les larmes aux yeux. J'ai compris que l'amour n'est pas une évidence, et que la famille est un choix que l'on fait chaque jour en se respectant mutuellement. Paul, son fiancé, était venu lui aussi pour me remercier d'avoir ouvert les yeux à sa future épouse. Natalia a changé, Sophia. Elle a réalisé qu'elle devait prendre ses responsabilités. Nous avons décidé de faire un mariage plus modeste, financé par nos propres économies d'un petit prêt. J'ai senti un immense soulagement m'envahir en voyant que ma décision radicale avait finalement porté ses fruits. Maman a également demandé pardon, avouant qu'elle s'était laissée influencer par les rumeurs malveillantes de ma tante Valérie. Tu es notre pilier, Sophia, et nous avons été aveugles face à ta souffrance. J'ai accepté de revenir au mariage, mais en tant que témoin d'honneur, et non comme la banquière de l'événement. J'ai maintenu ma décision de ne plus financer les caprices de chacun, instaurant des limites claires basées sur le respect et l'équité. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Thomas, un architecte passionné qui m'a abordé lors d'un vernissage à Varsovie. Vous avez un regard qui semble porter toute la clarté de l'océan, m'a-t-il dit avec une sincérité désarmante. Notre relation a commencé sous le signe de l'honnêteté et du partage, loin des manipulations que j'avais connues par le passé. Thomas aimait Sophia pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Le jour du mariage de Natalia fut l'un des plus beaux jours de ma vie, non pas pour le luxe de la fête, mais pour la sincérité des sourires. J'ai porté un toast à l'amour, à la famille et au courage de se choisir soi-même quand tout semble s'effondrer. Ma sœur était radieuse dans sa robe simple, et maman me tenait la main, son regard brillant d'une fierté nouvelle et authentique. J'ai réalisé que le plus beau cadeau que j'avais pu leur faire n'était pas mon argent, mais ma vérité. L'histoire de ma vie ne faisait que commencer, et cette fois, c'était moi qui en écrivais chaque chapitre.